Ce fut le 25 septembre que commencèrent les travaux de la nouvelle façade du Bonheur des Dames. Le baron Hartmann, selon sa promesse, avait enlevé l'affaire dans la dernière réunion générale du Crédit Immobilier et Mouret touchait enfin à la réalisation de son rêve. Cette façade, qui allait grandir sur la rue du 10 décembre, était comme l'épanouissement même de sa fortune. Aussi voulut-il fêter la pose de la première pierre. Il en fit une cérémonie, distribua des gratifications à ses vendeurs. Le lendemain, aux confections, Clara Prunaire essaya d'être désagréable à Denise. Elle avait remarqué l'amour transi de Colomban. Elle eut l'idée de plaisanter les Baudu. Comme Marguerite taillait son crayon en attendant les clientes, elle lui dit à voix haute « Vous savez, mon amoureux d'en face, il finit par me chagriner dans cette boutique noire où il n'entre jamais personne. »« Il n'est pas si malheureux, » répondit Marguerite. « Il doit épouser la fille du patron. »« Tiens, » reprit Clara, « ce serait drôle de l'enlever, alors. Je vais en faire la blague, parole d'honneur. » Et elle continua, heureuse de sentir Denise révoltée. Celle-ci lui pardonnait tout, mais l'idée de sa cousine Geneviève, mourante, achevée par cette cruauté, la jetait hors d'elle. Justement, une cliente se présentait, et comme Madame Aurélie venait de descendre au sous-sol, elle prit la direction du comptoir. Elle appela Clara. « Mademoiselle Prunaire, vous feriez mieux de vous occuper de cette dame que de causer. »« Je ne causais pas. Veuillez vous taire, je vous prie, et occupez-vous de madame tout de suite. » Clara se résigna. Lorsque Denise faisait acte de force, sans élever le ton, pas une ne résistait. Elle avait conquis une autorité absolue par sa douceur même. « Vous vous fâchez ?» dit une voix derrière Denise. C'était Pauline qui traversait le rayon. Elle avait vu la scène. Elle parlait bas en souriant. « Mais il le faut bien, » répondit de même Denise. « Je ne puis venir à bout de mon petit monde. » La lingère haussa les épaules. « Laissez donc, vous serez notre reine à toutes quand vous voudrez. » Elle ne comprenait toujours pas les refus de son amie. Depuis la fin août, elle avait épousé Bauger. Une vraie sottise, disait-elle gaiement. Le terrible bourdoncle la traitait maintenant en femme perdue pour le commerce. Sa frayeur était qu'on ne les envoyât un beau matin s'aimer dehors, car ces messieurs de la direction décrétaient l'amour exécrable et mortel à la vente. C'était au point que, lorsqu'elle rencontrait Bauger dans les galeries, elle affectait de ne pas le connaître. Justement, elle venait d'avoir une alerte. Le père Jouve avait failli la surprendre en causant avec son mari derrière une pile de torchons. « Tenez, il m'a suivi !» ajouta-t-elle, après avoir conté vivement l'aventure à Denise. « Le voyez-vous qui me flaire de son grand nez ?» Jouve, en effet, sortait des dentelles correctement cravatées de blanc, le nez à l'affût de quelques fautes. Mais lorsqu'il aperçut Denise, il fit le gros dos et passa d'un air aimable. « Sauvée !» murmura Pauline. « Ma chère, vous lui avez rentré ça dans la gorge. Dites donc, s'il m'arrivait malheur, vous parlierez pour moi ? Oui, vous ne prenez pas votre air étonné, on sait qu'un mot de vous révolutionnerait la maison. » Elle se hâta de rentrer à son comptoir. Denise avait rougi, troublée de ses allusions amicales. C'était vrai, du reste. Elle avait la sensation vague de sa puissance aux flatteries qui l'entouraient. Lorsque Madame Aurélie remonta et qu'elle trouva le rayon tranquille et actif, sous la surveillance de la seconde, elle lui sourit amicalement. Le règne de Denise commençait. Seul Bourdoncle ne désarmait pas. Dans la guerre sourde qu'il continuait contre la jeune fille, il y avait d'abord une antipathie de nature. Il la détestait pour sa douceur et son charme. Puis il la combattait comme une influence néfaste qui mettrait la maison en péril le jour où Mouret aurait succombé. Les facultés commerciales du patron lui semblaient devoir sombrer au milieu de cette tendresse inepte. Toutes les femmes le laissaient froid. Il les traitait avec dédain. Au lieu de le griser, l'odeur des 70 000 clientes lui donnait d'intolérables migraines. Ce qui l'inquiétait surtout, devant cette petite vendeuse devenue peu à peu si redoutable, c'était qu'il ne croyait point à son désintéressement. Pour lui,
Elle jouait un rôle, le plus habile des rôles, car si elle s'était livrée le premier jour, Mouret sans doute l'aurait oublié le lendemain, tandis que, en se refusant, elle avait fouetté son désir, elle le rendait fou, capable de toutes les sottises. De quelle manière déjouer la tactique de cette fausse ingénue? Il ne cherchait plus qu'à pénétrer ses artifices, dans l'espoir de les dévoiler au grand jour. Certainement, elle commettrait quelque faute. Il la surprendrait avec un de ses amants, et elle serait chassée de nouveau. La maison retrouverait enfin son bon fonctionnement. « Veillez, monsieur Jouve, » répétait Bourdoncle à l'inspecteur. « C'est moi qui vous récompenserai. » Mais Jouve y apportait de la mollesse, car il songeait à se mettre du côté de cette enfant qui pouvait être la maîtresse souveraine du lendemain. S'il n'osait plus y toucher, il la trouvait diablement jolie. « Je veille, répondait-il, mais parole d'honneur, je ne découvre rien. » Pourtant des histoires circulaient. Il y avait un courant de commérages abominables, sous les flatteries et le respect que Denise sentait monter autour d'elle. La maison entière, à cette heure, racontait qu'elle avait eu jadis Hutin pour amant, et n'osait jurer que la liaison continuât, seulement on les soupçonnait de se revoir. Et Deloche aussi couchait avec elle. Ils se retrouvaient sans cesse dans les coins noirs, ils causaient pendant des heures, un véritable scandale. Alors, rien du premier à la soie, rien du jeune homme aux dentelles, répétait Bourdoncle. Non, monsieur, rien encore, affirmait l'inspecteur. C'était surtout avec Deloche que Bourdoncle comptait surprendre Denise. Un matin, lui-même les avait aperçus en train de rire dans le sous-sol. Mouret cependant vivait dans l'angoisse. Était-ce possible? Cet enfant le torturait à ce point. Toujours il la revoyait arrivant au bonheur avec ses gros souliers, sa mince robe noire, son air sauvage. Elle bégayait, tous se moquaient d'elle, lui-même l'avait trouvée d'abord laide. Et maintenant, elle l'aurait fait mettre à genoux d'un regard. Elle grandissait peu à peu, devenait redoutable. Peut-être l'aimait-il depuis la première minute. Et pourtant, il ne s'était senti à elle que le soir de leur promenade, sous les marronniers des Tuileries. Il s'avouait vaincu. Elle était intelligente comme elle était belle. Son intelligence venait du meilleur de son être. Et il aurait joint les deux mains pour lui demander pardon de blasphémer dans ses heures de révolte. Ainsi, pourquoi se refusait-elle avec une pareille obstination? 20 fois il l'avait suppliée, augmentant ses offres, offrant de l'argent, beaucoup d'argent. Puis il s'était dit qu'elle devait être ambitieuse. Il lui avait promis de la nommer première, dès qu'un rayon serait vacant. Et elle refusait encore. Il entendait sa voix douce au milieu des chiffres. Il voyait son air sourire dans les situations financières les plus compliquées. Il se demandait à quoi bon cette torture remuée puisqu'elle ne voulait pas. Et le lendemain, la même journée recommençait, ces journées si actives, si pleines d'un colossal labeur que l'ombre fluette d'une enfant suffisait à ravager d'angoisse. C'était surtout pendant son inspection quotidienne des magasins qu'il sentait sa misère. Avoir bâti cette machine géante, régner sur un pareil monde et agoniser de douleur. Il se méprisait, il traînait la fièvre et la honte de son mal. Certains jours, le dégoût le prenait de sa puissance. Il ne lui venait que des nausées d'un bout à l'autre des galeries. D'autres fois, il aurait voulu étendre son empire, le faire si grand qu'elle se serait livrée peut-être d'admiration et de peur. Il songeait qu'il était un des maîtres de la fortune publique, qu'il tenait dans ses mains le sort de la fabrication française et qu'il ne pouvait acheter le baiser d'une de ses vendeuses. Lui, songeait qu'il avait offert à la jeune fille des soies, des velours, tout ce qu'elle voulait prendre à pleine main, dans ces tas énormes, et qu'elle avait refusé d'un petit signe de sa tête blonde. Il ne lui restait qu'une idée de voyage, l'idée de s'en aller dans des pays lointains, de tout abandonner si elle s'obstinait à dire non. Les commandes de l'Europe entière affluaient. Il fallait une voiture des postes spéciale pour apporter la correspondance. Et elle disait toujours non. Aujourd'hui, son personnel aurait peuplé une petite ville. Il y avait 1500 vendeurs, 1000 autres employés de toute espèce, dont 40 inspecteurs et 70 caissiers. Les cuisines seules occupaient 32 hommes. On comptait 10 commis pour la publicité, 350 garçons de magasin portant la livrée,
24 pompiers à demeure, et dans les écuries, des écuries royales installées rue Monsigny, se trouvaient 145 chevaux, tout un luxe d'attelage. Les 4 premières voitures étaient montées peu à peu au chiffre de 62. Continuellement, elles sillonnaient Paris, conduites par des cochers vêtus de noir, promenant l'enseigne d'or et de pourpre du bonheur des dames. Même elles sortaient des fortifications, couraient la banlieue, et on les rencontrait dans les chemins creux de Bicêtre, le long des berges de la Marne, jusque sous les ombrages de la forêt de Saint-Germain. Parfois, du fond d'une avenue ensoleillée, en plein désert, en plein silence, on en voyait une surgir, passer au trot de ses bêtes superbes, en jetant à la nature la réclame violente de ses panneaux vernis. Il rêvait de les lancer plus loin dans les départements voisins. Il aurait voulu les entendre rouler sur toutes les routes de France, d'une frontière à l'autre. Mais il ne descendait même plus visiter ces chevaux qu'il adorait. À quoi bon cette conquête du monde, puisque c'était non, toujours non. Mais les souffrances de Mouret devaient grandir. Il devint jaloux. Un matin, dans le cabinet, avant le conseil, Bourdoncle osa lui faire entendre que cette petite fille des confections se moquait de lui. « Comment ça ?» demanda-t-il très pâle. « Eh oui, elle a des amants, ici même. » Mouret eut la force de sourire. « Oh, je ne songe plus à elle, mon cher, vous pouvez parler. »« Qui donc, des amants ?»« Hutin, assure-t-on, et encore un vendeur des dentelles, Deloche, ce grand garçon bête. Je n'affirme rien, je ne les ai pas vus, seulement il paraît que ça crève les yeux. » Il y eut un silence. Mouret affectait de ranger des papiers sur son bureau pour cacher le tremblement de ses mains. Enfin, il dit, sans lever la tête, « Il faudrait des preuves. Tâchez de m'apporter des preuves. Oh, pour moi, je vous le répète, je m'en moque, car elle a fini de m'agacer. Mais nous ne pouvons tolérer des choses pareilles chez nous. » Bourdoncle répondit simplement, « Soyez tranquille, vous aurez des preuves un de ces jours, je veille. » Alors, Mouret acheva de perdre toute tranquillité. Il n'eut plus le courage de revenir sur cette conversation. Il vécut dans la continuelle attente d'une catastrophe, où son cœur resterait broyé, et son tourment le rendit terrible. La maison entière trembla. Chacune de ces inspections devenait un massacre. On ne le voyait plus paraître sans qu'un frisson de panique soufflât de comptoir en comptoir. Justement, on entrait dans la morte saison d'hiver, et il balaya les rayons, il entassa les victimes, poussant tout à la rue. Sa première idée y était de chasser Hutin et Deloche, puis il avait réfléchi que s'il ne les gardait pas, il ne saurait jamais rien. Et les autres payaient pour eux, le personnel entier craquait. Le soir, quand il se retrouvait seul, des larmes lui gonflaient les paupières. Un jour, surtout, la terreur régna. Un inspecteur croyait remarquer que le gantier Mignot volait. Toujours des filles aux allures étranges rôdaient devant son comptoir, et l'on venait d'arrêter une d'elles, les hanches garnies et la gorge bourrée de 60 paires de gants. Dès lors, une surveillance fut organisée. L'inspecteur prit Mignot en flagrant délit, facilitant les tours de main d'une grande blonde, une ancienne vendeuse du Louvre. La manœuvre était simple, il affectait de lui essayer des gants, attendait qu'elle se fît emplie, et la menait ensuite à une caisse où elle en payait une paire. Seulement Mouret se trouvait là. D'habitude, il préférait ne pas se mêler de ces sortes d'aventures. Seulement ce jour-là, Mouret avait besoin de se fâcher. Et il traita violemment le joli Mignot, qui tremblait de peur, la face blême et décomposée. « Je vais appeler un sergent de ville !» criait-il au milieu des autres vendeurs. « Mais répondez, quelle est cette femme ? Je vous jure que j'envoie chercher le commissaire si vous ne me dites pas la vérité. » On avait emmené la femme. 2 vendeuses la déshabillaient. Mignot balbutia. « Monsieur, je ne la connais pas autrement. C'est elle qui est venue. » « Ne mentez donc pas !» interrompit Mouret avec un redoublement de violence. « Et personne ici qui nous avertisse. Vous vous entendez tous, ma parole. Nous sommes dans une véritable forêt de bandits, volés, pillés, massacrés. » Des murmures se firent entendre. Les 3 ou 4 clientes qui achetaient des gants restaient effarées. « Silence !» reprit-il furieusement, « ou je balaye la maison. » Mais Bourdoncle était accouru, inquiet à l'idée du scandale. Il murmura quelques mots à l'oreille de Mouret. L'affaire prenait une gravité exceptionnelle, et il le décida à conduire Mignot dans le bureau des inspecteurs,
une pièce située au rez-de-chaussée près de la porte Gaillon. La femme se trouvait là, en train de remettre tranquillement son corset. Elle venait de nommer Albert l'homme. Mignot, questionné de nouveau, perdit la tête, sanglota. Lui n'était pas coupable, c'était Albert qui lui envoyait ses maîtresses. D'abord il les avantageait, il les faisait profiter des occasions, et puis quand elles finissaient par voler, il était trop compromis déjà pour avertir ces messieurs. Et ceux-ci apprirent alors toute une série de vols extraordinaires, des marchandises enlevées par des filles qui allaient les attacher sous leurs jupons, dans les cabinets luxueux installés près du buffet au milieu des plantes vertes. Depuis 14 mois, grâce à Mignot et à d'autres vendeurs sans doute qu'ils refusèrent de nommer, il se faisait ainsi à la caisse d'Albert une cuisine louche, tout un gâchis imprudent pour des sommes dont on ne connut jamais le chiffre exact. Cependant la nouvelle s'était répandue dans les rayons. Les consciences inquiètes frissonnaient, les honnêtetés les plus sûres d'elles redoutaient le coup de balai général. On avait vu Albert disparaître dans le bureau des inspecteurs. Ensuite, Monsieur l'homme était passé, étouffant, le sang au visage. Et puis Madame Aurélie elle-même venait d'être appelée, et elle, la tête haute, sous l'affront, avait la bouffissure grasse et blême d'un masque de cire. L'explication dura longtemps. Personne n'en sut au juste les détails. On raconta que la première des confections avait giflé son fils, à lui retourner la tête, et que le vieux brave homme de père pleurait, pendant que le patron, sorti de toutes ses habitudes de grâce, jurait comme un charretier, en voulant absolument livrer les coupables aux tribunaux. Cependant on étouffa le scandale, seul Mignot fut chassé. Albert ne disparut que 2 jours plus tard. Sans doute sa mère avait obtenu qu'on ne déshonore pas la famille par une exécution immédiate. La panique souffla plusieurs jours encore, car après la scène, Mouret s'était promené d'un bout à l'autre des magasins, l'œil terrible, sabrant devant lui ceux qui osaient simplement lever les yeux. « Que faites-vous là, monsieur, à regarder les mouches ? Passez à la caisse. » Enfin l'orage éclata un jour sur la tête de Hutin lui-même. Favier, nommé second, mangeait le premier afin de le déloger de sa place. Un matin, comme Mouret traversait la soie, il s'arrêta, surpris de voir Favier en train de modifier les étiquettes de tout un solde de velours noir. « Pourquoi baissez-vous les prix ?» demanda-t-il. « Qui vous en a donné l'ordre ?» Le second, qui menait grand bruit autour de ce travail, comme s'il eût voulu accrocher le directeur au passage, en prévoyant la scène, répondit d'un air naïvement surpris. « Mais c'est monsieur Hutin, monsieur. »« Monsieur Hutin? Où donc est monsieur Hutin ?» Et comme celui-ci fut remonté de la réception, où un vendeur était descendu le chercher, une explication vive s'engagea. « Comment? Il baissait maintenant les prix de lui-même. » Mais il parut très étonné à son tour. Il avait simplement causé de cette baisse avec Favier, sans donner un ordre positif. Alors, ce dernier prit l'air chagrin d'un employé qui se voit dans l'obligation de contredire son supérieur. Pourtant, il voulait bien accepter la faute s'il s'agissait de le tirer d'un mauvais pas. Du coup, les choses se gâtèrent. « Entendez-vous, monsieur Hutin, criait Mouret. Je n'ai jamais toléré ces tentatives d'indépendance. Nous seuls décidons de la marque. » On sentait chez lui comme une rancune inavouée à satisfaire. Enfin, il le prenait donc en défaut, ce Hutin qu'on donnait pour amant à Denise. Il pouvait donc se soulager un peu, en lui faisant sentir durement qu'il était le maître. Favier, l'œil luisant, se défendait avec de grandes démonstrations de sympathie. Il avait dû répondre, n'est-ce pas? Et puis, est-ce qu'on pouvait s'attendre à une pareille histoire pour des bêtises? Sur quoi donc marchait le patron depuis quelque temps? Il devenait indécrottable? « Oh, sur quoi il marche, on le sait, » reprit Hutin. « Est-ce ma faute à moi si cette grue des confections le fait tourner en bourrique? Voyez-vous, mon cher, le coup vient de là. Il sait que j'ai couché avec, et ça ne lui est pas agréable. Ou bien c'est elle qui veut me faire flanquer à la porte parce que je la gêne. Ouah, je vous jure, elle aura de mes nouvelles si jamais elle tombe sous ma patte. » 2 jours plus tard, comme Hutin était monté à l'atelier des confections, il eut un léger sursaut en apercevant, au bout du couloir, Denise et Deloche, accoudés devant une fenêtre ouverte, si enfoncés dans une conversation intime qu'ils ne tournèrent pas la tête. L'idée de les faire surprendre lui vint brusquement lorsqu'il s'aperçut que Deloche pleurait. Alors il se retira sans bruit, et dans l'escalier, ayant rencontré Bourdoncle et Jouve, il leur conta une histoire,
un des extincteurs dont la porte semblait arrachée. De cette façon, il monterait, il tomberait sur les deux autres. Bourdoncle les découvrit le premier. Il s'arrêta net, dit à Jouve d'aller chercher le directeur pendant que lui resterait là. L'inspecteur dut obéir, très contrarié de se compromettre dans une pareille affaire. C'était un coin perdu du vaste monde où s'agitait le peuple du bonheur des dames. On y arrivait par une complication d'escaliers et de couloirs. Les ateliers occupaient les combles. Une suite de salles, basses et mansardées, éclairées de larges baies taillées dans le zinc, uniquement meublées de longues tables et de gros poêles de fonte. Il y avait, à la file, des lingères, des dentelières, des tapissiers, des confectionneuses, vivant été comme hiver dans une chaleur étouffante au milieu de l'odeur spéciale du métier. Plusieurs fois déjà Denise avait trouvé Deloche qui l'attendait. Comme seconde, elle était chargée des rapports du rayon avec l'atelier, où l'on ne faisait d'ailleurs que des modèles et des retouches. Et à toute heure, elle montait pour redonner des ordres. Il la guettait, inventait un prétexte, filait derrière elle, et puis il affectait la surprise quand il la rencontrait à la porte des confectionneuses. Elle avait fini par en rire. C'était comme des rendez-vous acceptés. Le corridor longeait le réservoir, un énorme cube de tôle qui contenait 60 000 litres d'eau, et il y en avait sur le toit un second d'égale grandeur, auquel on arrivait par une échelle de fer. Un instant, Deloche causait, appuyé d'une épaule contre le réservoir, dans le continuel abandon de son grand corps ployé de fatigue. Des bruits d'eau chantaient, des bruits mystérieux, dont la tôle gardait toujours la vibration musicale. Malgré le profond silence, Denise se retournait avec inquiétude, ayant cru voir passer une ombre sur les murailles nues peintes en jaune clair. Mais bientôt la fenêtre les attirait. Ils s'y accoudaient, ils s'y oubliaient dans des bavardages rieurs, des souvenirs sans fin sur le pays de leur enfance. Au-dessous d'eux s'étendait l'immense vitrage de la galerie centrale, un lac de verre borné par des toitures lointaines comme par des côtes rocheuses. Justement, ce jour-là, Deloche parlait de Valognes. J'avais 6 ans, ma mère m'emmenait dans une carriole au marché de la ville. Vous savez, il y a 13 bons kilomètres. Il fallait partir de Brickbeck à 5 heures. C'est très beau par chez nous. Est-ce que vous connaissez ? Oui, oui, répondait lentement Denise, les regards au loin. J'y suis allée une fois, mais j'étais bien petite. Des routes avec des gazons à droite et à gauche, n'est-ce pas ? Et de loin en loin des moutons lâchés 2 à 2, traînant la corde de leur entrave. Elle se taisait, puis reprenait avec un vague sourire. Nous autres, nous avons des routes entre les arbres qui font de l'ombre. Nous avons des herbages entourés de haies plus grandes que moi, où il y a des chevaux et des vaches. Nous avons une petite rivière où l'eau est très froide, sous les broussailles, dans un endroit que je sais bien. Ah, c'est comme nous, criait Deloche ravi. Il n'y a que de l'herbe, chacun enferme son morceau avec des aubépines et des ormes, et on est chez soi. C'est tout vert, oh, d'un vert. Ils n'ont pas à Paris. Mon Dieu, que j'ai joué au fond du chemin creux à gauche en descendant du moulin. Et leur voix défaillée, ils demeuraient les yeux fixés et perdus sur le lac ensoleillé des vitres. Un mirage se levait pour eux de cette eau aveuglante. Ils voyaient des pâturages à l'infini, le Cotentin trempé par les haleines de l'océan, baigné d'une vapeur lumineuse qui fondait l'horizon dans un gris délicat d'aquarelle. En bas, sous la colossale charpente de fer, dans le hall des soieries, ronflait la vente, la trépidation de la machine en travail. « Mon Dieu, mademoiselle Denise, balbutia Deloche, pourquoi n'êtes-vous pas plus gentille, moi qui vous aime tant ?» Des larmes lui étaient montées aux yeux, et comme elle voulait l'interrompre d'un geste, il continua vivement. « Non, non, laissez-moi vous dire ces choses une fois encore. Nous nous entendrions si bien ensemble. On a toujours à causer quand on est du même pays. » Il suffoqua. Elle put enfin dire doucement. « Vous n'êtes pas raisonnable. Vous m'aviez promis de ne plus parler de cela. C'est impossible. J'ai beaucoup d'amitié pour vous, parce que vous êtes un brave garçon. Mais je veux rester libre. » « Oui, oui, je sais, répondit-il d'une voix brisée. Vous ne m'aimez pas. Oh, vous pouvez le dire, je comprends. Je n'ai rien pour que vous m'aimiez. Tenez, il n'y a qu'une bonne heure dans ma vie, le soir où je vous ai rencontré à Joinville. Vous vous souvenez ? Un instant sous les arbres où il faisait si noir, j'ai cru que votre bras tremblait. J'ai été assez bête pour m'imaginer.
Mais elle lui coupa de nouveau la parole. Son oreille fine venait d'entendre les pas de Bourdoncle et de Jouve au bout du corridor. « Écoutez donc, on a marché. »« Non, dit-il en l'empêchant de quitter sa fenêtre, c'est dans ce réservoir. Il en sort toujours des bruits extraordinaires. On croirait qu'il y a un monde dedans. » Et il continua ses plaintes, timides et caressantes. Elle ne l'écoutait plus, reprise d'une songerie à ce bercement d'amour, promenant ses regards sur les toitures du bonheur des dames. Des charpentes métalliques se dressaient, des échelles, des ponts qui découpaient leurs dentelles dans le bleu de l'air, tandis que la cheminée des cuisines faisait une grosse fumée de fabrique et que le grand réservoir carré, tenu en plein ciel sur des piliers de fonte, prenait un étrange profil de construction barbare, haussé à cette place par l'orgueil d'un homme. Au loin, Paris grondait. Lorsque Denise revint de ces espaces, de ce développement du bonheur des dames où ses pensées flottaient comme dans une solitude, elle vit que Deloche s'était emparé de sa main, et il avait le visage si bouleversé qu'elle ne la retira pas. « Pardonnez-moi, murmurait-il. C'est fini maintenant, je serais trop malheureux si vous me punissiez en reprenant votre amitié. Je vous jure, je voulais vous dire autre chose. » Ses larmes coulaient de nouveau. Il tâchait d'affermir sa voix. « Car enfin, je connais mon lot dans l'existence. C'est pas maintenant que la chance va me tourner. Battu là-bas, battu à Paris, battu partout. Voici 4 ans que je suis ici, et je reste le dernier du rayon. Alors, je voulais vous dire de ne pas avoir de la peine à cause de moi. Je vous ennuierai plus. Tâchez d'être heureuse. Aimez-en un autre, oui, ça me fera plaisir. Et si vous êtes heureuse, je serai heureux, voilà, ce sera mon bonheur. » Il ne put continuer. Comme pour sceller sa promesse, il avait posé les lèvres sur la main de la jeune fille. Elle était très touchée. Elle dit simplement, avec une fraternité attendrie, qui atténuait la pitié des mots, « Mon pauvre garçon !» Mais ils tressaillirent, ils se tournèrent. Mouret était devant eux. Depuis 10 minutes, Jouve cherchait le directeur dans les magasins. Celui-ci se trouvait sur les chantiers de la nouvelle façade, rue du 10 décembre. Tous les jours, il y passait de longues heures. Il tentait de s'intéresser à ses travaux, dont il avait si longtemps rêvé. C'était son refuge contre ses tourments, au milieu des maçons établissant les piles d'angles en pierre de taille et des serruriers posant les fers des grandes charpentes. Il montait aux échelles, discutait avec l'architecte. L'ornementation devait être tout à fait neuve. Il enjambait les fers et les briques, et le ronflement de la machine à vapeur, le tic-tac des treuils, le tapage des marteaux, la clameur de ce peuple d'ouvriers arrivés à l'étourdir à l'instant. Il en sortait blanc de plâtre, noir de l'émail, les pieds éclaboussés par des robinets des prises d'eau. Précisément ce jour-là, une distraction lui avait rendu sa gaieté. Il se passionnait en regardant sur un album les dessins des mosaïques et des terres cuites émaillées qui devaient décorer les frises, lorsque Jouve était venu le chercher, essoufflé, très ennuyé de salir sa redingote parmi ces matériaux. D'abord, il avait crié qu'on pouvait bien l'attendre, et puis, sur un mot de l'inspecteur dit à voix basse, il l'avait suivi, frissonnant, repris tout entier. Plus rien n'existait, la façade croulait avant d'être debout. À quoi bon ce triomphe suprême de son orgueil, si le nom seul d'une femme, murmuré tout bas, le torturait à ce point. En haut, Bourdoncle et Jouve crurent prudent de disparaître. Deloche s'était enfui, seule Denise restait en face de Mouret, plus blanche que d'habitude, mais le regard franchement levé sur lui. « Mademoiselle, veuillez me suivre, dit-il d'une voix dure. Elle le suivit. Ils descendirent 2 étages, traversèrent les rayons des meubles et des tapis, sans dire un mot. Quand il fut devant son cabinet, il ouvrit la porte toute grande. « Entrez, mademoiselle !» Et il referma la porte, il marcha jusqu'à son bureau. Sur les murs, on ne voyait toujours que le portrait de Madame Édouin, une jeune femme au beau visage calme, qui souriait dans son cadre d'or. « Mademoiselle, dit-il enfin, en tâchant de garder une sévérité froide, il y a des choses que nous ne pouvons tolérer. La bonne conduite ici est de rigueur. » Il s'arrêtait, il cherchait les mots pour ne pas céder à la colère qui lui montait des entrailles. Et quoi, c'était ce garçon qu'elle aimait,
ce misérable vendeur, la risée de son comptoir. C'était le plus humble, le plus gauche de tous, qu'elle lui préférait à lui, le maître. Car il les avait bien vus, elle abandonnant sa main, et lui couvrant cette main de baisers. « J'ai été très bon pour vous, mademoiselle, continua-t-il, en faisant un nouvel effort. Je ne m'attendais guère à être récompensé de cette façon. » Denise, dès la porte, avait eu les yeux attirés par le portrait de madame Édouin, et malgré son grand trouble, elle en demeurait préoccupée. Chaque fois qu'elle entrait à la direction, son regard se croisait avec celui de cette dame peinte. Elle en avait un peu peur, elle la sentait pourtant très bonne. Cette fois, elle trouvait là comme une protection. « En effet, monsieur, répondit-elle doucement, j'ai eu tort de m'arrêter à causer. Et je vous demande pardon de cette faute. Ce jeune homme est de mon pays. »« Je le chasse !» cria Mouret, qui mit toute sa souffrance dans ce cri furieux. Et, bouleversé, sortant de son rôle de directeur, sermonnant une vendeuse coupable d'une infraction au règlement, il se répandit en paroles violentes. N'avait-elle pas honte, une jeune fille comme elle, à s'abandonner à un être pareil? Et il en vint à des accusations atroces, il lui reprocha hutin, d'autres encore, dans un tel flot de paroles qu'elle ne pouvait même se défendre. Mais il fallait faire maison nette, il les jetterait dehors à coups de pied. L'explication sévère qu'il s'était promis d'avoir en suivant Jouve tombait aux brutalités d'une scène de jalousie. Denise, suffoquée, étourdie, écoutait ces affreux reproches. Elle n'avait pas compris d'abord. Mon Dieu, mais il la prenait donc pour une malheureuse? À un mot plus dur, elle se dirigea vers la porte, silencieusement, et sur un geste qu'il fit pour l'arrêter, « Laissez, monsieur, je m'en vais. Si vous croyez ce que vous dites, je ne peux pas rester une seconde de plus dans la maison. » Mais il se précipita devant la porte. « Mais défendez-vous au moins. Dites quelque chose. » Elle restait toute droite, dans un silence glacé. Longtemps il la pressa de questions, avec une anxiété croissante. « Voyons, vous dites qu'il est de votre pays. Vous vous êtes peut-être rencontrés là-bas. Jurez-moi qu'il ne s'est rien passé entre vous. » Alors, comme elle s'entêtait dans son silence, et qu'elle voulait toujours ouvrir la porte et s'en aller, il acheva de perdre la tête. Il eut une explosion suprême de douleur. « Mon Dieu, je vous aime! Je vous aime! Pourquoi prenez-vous plaisir à me martyriser ainsi? Vous voyez bien que plus rien n'existe, que les gens dont je vous parle ne me touchent que par vous, que c'est vous seul maintenant qui importez dans ce monde. Je vous ai cru jalouse et j'ai sacrifié mes plaisirs. On vous a dit que j'avais des maîtresses, eh bien, je n'en ai plus. Ne vous ai-je pas préféré chez cette dame? N'ai-je pas rompu pour être à vous seul? J'attends encore un remerciement, un peu de gratitude. Et si vous craignez que je retourne chez elle, vous pouvez être tranquille. Elle se venge, en aidant un de nos anciens commis à fonder une maison rivale. » Il en était là, lui qui ne tolérait pas une peccadille à ses vendeuses, qui les jetait sur le pavé au moindre caprice. Il ne voyait plus Clara, il n'avait pas remis les pieds chez madame Desforges, où Boutemont régnait maintenant, en attendant l'ouverture des nouveaux magasins, les 4 saisons, qui emplissaient déjà les journaux de réclame. « Dites, dois-je me mettre à genoux ?» dit-il, la gorge étranglée de larmes contenues. Elle l'arrêta de la main, ne pouvant plus elle-même cacher son trouble, profondément remuée par cette passion souffrante. « Vous avez tort de vous faire de la peine, monsieur, » répondit-elle enfin. « Je vous jure que ces vilaines histoires sont des mensonges. Ce pauvre garçon de tout à l'heure est aussi peu coupable que moi. » Et elle avait sa belle franchise, ses yeux clairs qui regardaient droit devant elle. « C'est bien, je vous crois, » murmura-t-il. « Je ne renverrai aucun de vos camarades, puisque vous prenez tout ce monde sous votre protection. Mais alors, pourquoi me repoussez-vous si vous n'aimez personne ?» Une gêne soudaine, une pudeur inquiète s'empara de la jeune fille. « Vous aimez quelqu'un, n'est-ce pas ?» reprit-il d'une voix tremblante. « Oh, vous pouvez me le dire, je n'ai aucun droit sur vos tendresses. Vous aimez quelqu'un. » Elle devenait très rouge. Son cœur était sur ses lèvres, et elle sentait le mensonge impossible avec cette émotion qui la trahissait, cette répugnance à mentir qui mettait quand même la vérité sur son visage. « Oui, finit-elle par avouer faiblement. « Je vous en prie, monsieur, laissez-moi, vous me faites du chagrin. » À son tour, elle souffrait.
N'était-ce point assez déjà d'avoir à se défendre contre lui? Aurait-elle encore à se défendre contre elle, contre les souffles de tendresse qui lui ôtaient par moments au courage? Quand il lui parlait ainsi, quand elle le voyait si ému, si bouleversé, elle ne savait plus pourquoi elle se refusait, et elle ne retrouvait qu'ensuite, au fond d'elle-même, de sa nature de fille bien portante, la fierté et la raison qui la tenaient debout dans son obstination. C'était par un instinct du bonheur qu'elle s'entêtait, pour satisfaire son besoin d'une vie tranquille. Cependant, Mouret avait eu un geste de morne découragement. Il ne comprenait pas. Il retourna vers son bureau, où il feuilleta des papiers, qu'il reposa tout de suite, en disant « Je ne vous retiens plus, mademoiselle, je ne puis vous garder malgré vous. »« Mais je ne demande pas à m'en aller, » répondit-elle en souriant. « Si vous me croyez honnête, je reste. On doit toujours croire les femmes honnêtes, monsieur. Il y en a beaucoup qui le sont, je vous assure. » Les yeux de Denise, involontairement, s'étaient levés sur le portrait de madame Édouin, de cette dame si belle et si sage dont le sang, disait-on, portait bonheur à la maison. Mouret suivit le regard de la jeune fille, en tressaillant, car il avait cru entendre sa femme morte prononcer la phrase, une phrase à elle qu'il reconnaissait. Et c'était comme une résurrection. Il retrouvait chez Denise le bon sens, le juste équilibre de celle qu'il avait perdue, jusqu'à la voix douce, avare de paroles inutiles. Il en resta frappé, plus triste encore. « Vous savez que je vous appartiens, » murmura-t-il pour conclure. « Faites de moi ce qu'il vous plaira. » Alors, elle reprit sa gaieté. « Mais c'est cela, monsieur, la vie d'une femme, si humble qu'elle soit, est toujours utile à écouter, quand elle a un peu d'intelligence. Je ne ferai de vous qu'un brave homme, allez. Si vous vous remettez entre mes mains. » Elle plaisantait de son air simple, qui avait tant de charme. Il eut à son tour un faible sourire. Il la reconduisit jusqu'à la porte, comme une dame. Le lendemain, Denise était nommée première. La direction avait dédoublé le rayon des robes et costumes, en créant spécialement en sa faveur un rayon de costumes pour enfants, qui fut installé près du comptoir des confections. Depuis le renvoi de son fils, madame Aurélie tremblait, car elle sentait ces messieurs devenir froids, et elle voyait de jour en jour grandir la puissance de la jeune fille. N'allait-on pas la sacrifier en profitant d'un prétexte quelconque? Son masque d'empereur, soufflé de graisse, semblait avoir maigri de la honte qui entachait maintenant la dynastie des Lhomme. Elle affectait de s'en aller chaque soir au bras de son mari, rapprochés tous deux par l'infortune, comprenant que le mal venait de la débandade de leur intérieur, tandis que le pauvre homme, plus affecté qu'elle, dans la peur maladive qu'on ne le soupçonna lui-même de vol, comptait 2 fois les recettes bruyamment, en faisant avec son mauvais bras de véritables miracles. Aussi, lorsqu'elle vit Denise passer première au costume pour enfants, éprouva-t-elle une joie si vive qu'elle afficha à l'égard de celle-ci les sentiments les plus affectueux. C'était bien beau de ne pas lui avoir pris sa place, et elle la comblait d'amitié, la traitait désormais en égale, allait causer souvent avec elle dans le rayon voisin, d'un air d'apparat, comme une reine-mère rendant visite à une jeune reine. Du reste, Denise était maintenant au sommet. Sa nomination de première avait abattu autour d'elle les dernières résistances. Cependant, Denise avait le triomphe paisible et charmant. Elle était touchée de ces marques de considération. Elle voulait y voir une sympathie pour la misère de ses débuts et le succès final de ce long courage. Aussi accueillait-elle avec une joie rieuse les moindres témoignages d'amitié, ce qui la fit réellement aimer de quelques-uns, tellement elle était douce et accueillante. Toujours prête à donner son cœur, elle ne montra une invincible répulsion que pour Clara, car elle avait appris que cette fille s'était amusée, comme elle l'avait annoncé en plaisantant le projet, à mener un soir colombant chez elle, et le commis, emporté par sa passion enfin satisfaite, découchait maintenant, tandis que la triste Geneviève agonisait. On en causait au bonheur des dames. On trouvait l'aventure drôle. Mais ce chagrin, le seul qu'elle eut au dehors, n'altérait pas l'humeur égale de Denise. C'était surtout à son rayon qu'il fallait la voir, au milieu de son peuple de bambins de tout âge. Elle adorait les enfants, on ne pouvait pas la mieux placer. Denise avait toujours au fond des poches quelques friandises, apaisait les pleurs d'un marmot désespéré de ne pas emporter des culottes rouges. Vivait là parmi les petits, comme dans sa famille naturelle, rajeunie elle-même de cette innocence et de cette fraîcheur sans cesse renouvelée autour de ses jupes.
Maintenant, il lui arrivait d'avoir de longues conversations amicales avec Mouret, quand elle devait se rendre à la direction, prendre des ordres, ou pour donner un renseignement. Il la retenait à causer, il aimait l'entendre. Dans sa tête raisonneuse et avisée de Normande poussaient toutes sortes de projets, des idées sur le nouveau commerce qu'elle osait effleurer déjà chez Robineau, et dont elle avait expérimenté quelques-unes le beau soir de leur promenade aux Tuileries. Elle ne pouvait s'occuper d'une chose, voir fonctionner une besogne, sans être travaillée du besoin de mettre de l'ordre, d'améliorer le mécanisme. Ainsi, depuis son entrée au bonheur des dames, elle était surtout blessée par le sort précaire des commis. Les renvois brusques la soulevaient, elle les trouvait iniques, nuisibles à tous, autant à la maison qu'au personnel. Ses souffrances du début la poignaient encore. Une pitié lui remuait le cœur à chaque nouvelle venue qu'elle rencontrait dans les rayons, les pieds meurtris, les gros yeux de larmes. Elle plaidait la cause des rouages de la machine, non par des raisons sentimentales, mais par des arguments tirés de l'intérêt même des patrons. Quand on veut une machine solide, on emploie du bon fer. Si le fer casse ou si on le casse, il y a un arrêt de travail, des frais répétés, de mise en train, toute une déperdition de force. Parfois elle s'animait, elle voyait l'immense bazar idéal, le phalanstère du négoce, où chacun aurait sa part exacte des bénéfices selon ses mérites, avec la certitude du lendemain, assurée à l'aide d'un contrat. Mouret alors s'égayait. Il l'accusait de socialisme, l'embarrassait en lui montrant les difficultés d'exécution, car elle parlait dans la simplicité de son âme. Il l'écoutait en la plaisantant. Le sort des vendeurs s'était amélioré peu à peu. On remplaçait les renvois en masse par un système de congés accordés aux mortes saisons. Enfin, on allait créer une caisse de secours mutuelle qui mettrait les employés à l'abri des chômages forcés et leur assurerait une retraite. C'était l'embryon des vastes sociétés ouvrières du XXe siècle. D'ailleurs, Denise ne s'en tenait pas à vouloir panser les plaies vives dont elle avait saigné. Des idées délicates de femme, soufflées à Mouret, ravirent la clientèle. Elle fit aussi la joie de l'homme en appuyant un projet qu'il nourrissait depuis longtemps, celui de créer un corps de musique dont les exécutants seraient tous choisis dans le personnel. 3 mois plus tard, l'homme avait 120 musiciens sous sa direction, le rêve de sa vie était réalisé, et une grande fête fut donnée dans les magasins. Un concert et un bal pour présenter la musique du bonheur à la clientèle du monde entier. Les journaux s'en occupèrent. Bourdoncle lui-même, ravagé par ces innovations, dut s'incliner devant l'énorme réclame. Ensuite, on installa une salle de jeu pour les commis, 2 billards, des tables de tric-trac et d'échecs. Il y eut des cours le soir dans la maison, cours d'anglais, cours d'allemand, de grammaire, d'arithmétique, de géographie. On alla jusqu'à des leçons d'équitation et d'escrime. Une bibliothèque fut créée, 10 000 volumes mis à la disposition des employés. Et l'on ajouta encore un médecin à demeure donnant des consultations gratuites, des bains, des buffets, un salon de coiffure. Toute la vie était là. On avait tout sans sortir. Le bonheur des dames se suffisait, plaisirs et besoins au milieu du grand Paris, occupé de ce tintamarre, de cette cité du travail qui poussait si largement dans le fumier des vieilles rues, ouvertes enfin en plein soleil. Alors un nouveau mouvement d'opinion se fit en faveur de Denise. Comme Bourdoncle, vaincu, répétait avec désespoir à ses familiers qu'il aurait donné beaucoup pour la coucher lui-même dans le lit de Mouret, il fut acquis qu'elle n'avait pas cédé, que sa toute-puissance résultait de ses refus. Et dès ce moment, elle devint populaire. On n'ignorait pas les douceurs qu'on lui devait. On l'admirait pour la force de sa volonté. En voilà une au moins qui mettait les pieds sur la gorge du patron, et qui les vengeait tous. Elle était donc venue, celle qui faisait respecter un peu les pauvres diables. Alors, lorsqu'elle traversait les comptoirs avec sa tête fine et obstinée, son air tendre et invincible,
Les vendeurs lui souriaient, étaient fiers d'elle. Denise, heureuse, se laissait porter par cette sympathie grandissante. Était-ce possible, mon Dieu? Elle se voyait arriver en jupe pauvre, effarée, perdue au milieu des engrenages de la terrible machine. Longtemps elle avait eu la sensation de n'être rien, à peine un grain de mil sous les meules qui broyaient un monde. Et aujourd'hui, elle était l'âme même de ce monde. Une des grandes joies de Denise, dans sa faveur, fut de pouvoir être utile à Pauline. Celle-ci était enceinte, et elle tremblait, car 2 vendeuses en 15 jours avaient dû partir au 7e mois de leur grossesse. La direction ne tolérait pas ces accidents. La maternité était supprimée comme encombrante et indécente. À la rigueur, on permettait le mariage, mais on défendait les enfants. Pauline, sans doute, avait un mari dans la maison. Elle se méfiait pourtant, elle n'en était pas moins impossible au comptoir. Et afin de retarder un renvoi probable, elle se serrait à étouffer, résolue de cacher ça tant qu'elle pourrait. Une des vendeuses congédiées venait justement d'accoucher d'un enfant mort pour s'être torturée ainsi la taille. On désespérait de la sauver elle-même. Cependant, Bourdoncle regardait le teint de Pauline se plomber, tandis qu'il lui trouvait une raideur pénible dans la démarche. Un matin, il était près d'elle, au trousseau, quand un garçon de magasin qui enlevait un paquet la heurta, d'un tel coup qu'elle porta les 2 mains à son ventre en poussant un cri. Tout de suite, il l'emmena, la confessa, soumit au conseil la question de son renvoi, sous le prétexte qu'elle avait besoin du bon air de la campagne. L'histoire du coup allait se répandre. L'effet serait désastreux sur le public si elle faisait une fausse couche, comme il y en avait eu déjà une aux Layettes l'année précédente. Mouret, qui n'assistait pas à ce conseil, ne put donner son avis que le soir, mais Denise avait eu le temps d'intervenir, et il ferma la bouche de Bourdoncle au nom des intérêts mêmes de la maison. Pompeusement, il fut décidé que toute vendeuse mariée qui deviendrait enceinte irait chez une sage-femme spéciale dès que sa présence au comptoir blesserait les bonnes mœurs. Le lendemain, lorsque Denise monta voir à l'infirmerie Pauline, qui avait dû s'aliter à la suite du coup reçu, celle-ci l'embrassa sur les 2 joues. « Que vous êtes gentille, sans vous, il me jetait à la porte. Et ne vous inquiétez pas, le médecin affirme que ce ne sera rien. » L'infirmerie était une longue pièce claire, où 12 lits s'alignaient avec leurs rideaux blancs. On y soignait les commis logés dans la maison, lorsqu'ils ne témoignaient pas le désir de rejoindre leur famille. Mais ce jour-là, Pauline seule s'y trouvait couchée, près d'une des grandes fenêtres qui ouvraient sur la rue Neuve-Saint-Augustin. Et les confidences, les paroles tendres et chuchotées vinrent tout de suite au milieu de ces linges candides, dans cet air assoupi, parfumé d'une vague odeur de lavande. « Il fait donc quand même ce que vous voulez ? Comme vous êtes dur de lui causer tant de peine, voyons, expliquez-moi. Puisque j'ose aborder ce sujet, vous le détestez ?» Elle avait gardé la main de Denise assise près du lit, accoudée au traversin, et cette dernière, gagnée par une soudaine émotion, les joues envahies de rougeur, eut une faiblesse à cette question directe et inattendue. Son secret lui échappa. Elle cacha la tête dans l'oreiller en murmurant « Je l'aime ». Pauline restait stupéfaite. « Comment? Vous l'aimez? Mais c'est bien simple, dites oui ». Denise, le visage toujours caché, répondait non, d'un branle énergique de la tête. Elle disait non justement parce qu'elle l'aimait, sans expliquer cela. Certainement c'était ridicule, mais elle sentait ainsi, elle ne pouvait se refaire. La surprise de son amie augmentait, elle demanda enfin « Alors, tout ça, c'est pour en arriver à ce qu'il vous épouse ?» Du coup, la jeune fille se redressa, elle était bouleversée. « Lui, m'épouser? Oh non, non! Je vous jure que je n'ai jamais voulu une pareille chose. Oh non! Jamais un tel calcul n'est entré dans ma tête. Et vous savez que j'ai horreur du mensonge. »« Dame, ma chère, répondit doucement Pauline, vous auriez l'idée de vous faire épouser que vous ne vous y prendriez pas autrement. Il faudra bien que ça finisse. Il n'y a encore que le mariage, puisque vous ne voulez point de l'autre affaire. Écoutez, je dois vous prévenir que tout le monde a la même pensée. Oui, on en est persuadé. Vous lui tenez la dragée haute pour le mener devant le maire. Oh mon Dieu, quelle drôle de femme vous êtes !» Elle dut consoler Denise, qui était retombée la tête sur le traversin, sanglotant, répétant qu'elle finirait par s'en aller, puisqu'on lui prêtait sans cesse toutes sortes d'histoires qui ne pouvaient seulement lui entrer dans le crâne. Sans doute quand un homme aimait une femme, il devait l'épouser, mais elle ne demandait rien, elle ne calculait rien.
Elle suppliait seulement qu'on la laissât vivre tranquille, avec ses chagrins, ses joies, comme tout le monde. Elle s'en irait. À la même minute, en bas, Mouret traversait les magasins. Il aurait voulu s'étourdir en visitant les travaux une fois encore. Du matin au soir, le long de la rue du 10 décembre, ouverte depuis peu, stationnait une foule de badauds, le nez en l'air, ne voyant rien, mais préoccupés des merveilles qu'on se racontait de cette façade dont l'inauguration allait révolutionner Paris. Et c'était sur ce chantier enfiévré de travail que Mouret venait de sentir plus amèrement que jamais la vanité de sa fortune. La pensée de Denise lui avait brusquement serré la poitrine, cette pensée qui sans relâche le traversait d'une flamme, comme l'élancement d'un mal inguérissable. Il s'était enfui, il n'avait pas trouvé un mot de satisfaction, craignant de montrer ses larmes, laissant derrière lui le dégoût du triomphe. Cette façade, qui se trouvait debout enfin, lui semblait petite, pareille à un de ces murs de sable que les gamins bâtissent. Elle n'aurait pas rempli le vide de son cœur que seul le oui d'une enfant pouvait combler. Lorsque Mouret rentra dans son cabinet, il étouffait de sanglots contenus. Que voulait-elle donc? Il n'osait pas lui offrir de l'argent. L'idée confuse d'un mariage se levait, au milieu de ces révoltes de jeunes veufs. Et, dans l'énervement de son impuissance, ses larmes coulèrent. Il était malheureux. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.